Vous regardez New York Info. Merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité. Je reçois aujourd'hui un analyste politique reconnu, Lucas Baki. Vous êtes également journaliste et président exécutif de l'Institut africain d'études stratégiques et géopolitiques appliquées. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir, Charlotte. Avec vous, nous allons discuter de récents événements au Niger, notamment l'élévation d'Abdourahmane Tiani au rang de général d'armée et son investiture en tant que président de la République. Justement, cette investiture, s'agit-il d'une mise en œuvre des recommandations des assises nationales? Oui, absolument. Vous savez qu'il n'y a pas un mois que les Nigériens se sont retrouvés au cours des assises nationales pour réfléchir sur la situation de leur pays, sur les défis majeurs qui se présentent à leur pays, sur les enjeux sécuritaires, les questions liées à l'organisation de la société. Bref, comment faire pour asseoir les socles d'un pays qui se construit par lui-même. Voyez. Et donc, je pense que l'investiture, cette fois-ci, du président Tiani, est un point d'orgue. C'est un élément majeur qui permet justement la mise en œuvre progressive de tout ce qui a été recommandé au cours de ces assises nationales-là. Il n'y aura rien de surprenant, d'autant plus que Tiani fait déjà plus d'1 an au pouvoir et il a montré déjà un type de leadership qui inspire beaucoup confiance, qui rassure l'ensemble du peuple nigérien, pas seulement eux, mais l'ensemble des panafricanistes, en tout cas tous ceux qui aspirent à reconquérir l'indépendance, la souveraineté des États africains. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est dans la posture logique et normale qui lui permettra alors d'avoir les coups de franche pour commencer la construction effective de l'État du Niger. On ne peut, à cet effet, que lui souhaiter bon vent et souhaiter véritablement qu'il puisse rester aussi lucide et clairvoyant qu'il a toujours été depuis qu'il a pris le pouvoir, de sorte qu'il puisse véritablement être l'oiseau rare dont le peuple nigérien a réellement besoin pour se reconstruire, pour commencer à recréer une certaine conscience nationale autour de tous les enjeux essentiels, notamment liés à la sécurité, mais aussi aux questions économiques, sociales, culturelles, etc. etc. Ce 26 mars 2025, le Niger a ainsi tourné définitivement la page de la transition en cours depuis juillet 2023, et sans toutefois passer par les élections. Et quelles ont été les réactions au niveau national qu'international à l'égard de cette nouvelle étape franchie? On va se foutre royalement de ce que les gens au plan international vont penser. Ce qui va importer, c'est ce que pensent les Nigériens. Et donc, si aujourd'hui, à la suite des assises nationales, les Nigériens ont décidé de consacrer le général Abdourahmane Tiani dans le fauteuil présidentiel en tant que son leader, ou bien leur leader, on ne peut que prendre acte. Et attendre donc de ce dernier les résultats parce qu'il a suscité beaucoup d'espoir au sein du peuple nigérien pour la simple raison que ce peuple est laissé pour compte depuis des décennies, notamment avec d'abord la colonisation, mais après les indépendances, tout ce qui gouvernait ce pays-là, c'est aussi l'exemple de tous les pratiquement pays francophones d'Afrique, tout ce qui dirigeait ce pays-là, le dirigeait sur la base des injonctions qu'ils reçoivent des pays occidentaux, en tout cas des colonisateurs d'hier. Et donc aujourd'hui, avec Abdourahmane Tiani et les autres pays de l'AES, on constate une exaltation de la souveraineté, des valeurs identitaires, un besoin ou une aspiration profonde à exhumer les compétences et toutes les énergies endogènes dont dispose justement ce pays-là pour pouvoir se construire. Et puis vous allez constater qu'en fait tous les pays du monde qui aujourd'hui expérimentent la croissance, le développement, l'épanouissement de peuples s'appuient toujours sur leurs valeurs identitaires. Voilà la philosophie que le général Abdourahmane Tiani est en train justement d'exhumer en son peuple et qui explique que vraiment ce peuple-là se soude véritablement autour de lui. Et donc à partir de ce moment-là, l'adhésion du peuple nigérien à la politique nouvelle, initiée justement par cette nouvelle équipe dirigeante, c'est ça qui doit pouvoir compter. En ce qui concerne la communauté internationale, cette communauté-là, qui souvent biaise tout, crée tous les problèmes dans le monde d'aujourd'hui, son point de vue ne nous importe aucunement. Cela devrait d'ailleurs être le cas pour tous les pays d'Afrique. C'est-à-dire qu'en fait, tout dirigeant
une fois qu'il est dans le fauteuil présidentiel, qu'on doit comprendre qu'il a une mission, qu'il est missionné par un peuple et qu'il ne travaille que dans l'intérêt supérieur d'un peuple, en vue de créer un bien commun qui profite à tout le monde. Voilà comment d'abord on doit pouvoir réfléchir sur les problèmes de nos pays. À partir de là, à partir de ce moment-là, quel que soit ce que nous appelons la communauté internationale pense, on s'en foutra réellement, parce que ce qui compte, c'est le bien-être des citoyens pour lesquels le dirigeant est dans son fauteuil. Et donc, de ce point de vue, il me semble que, en tout cas, l'écrasante majorité du peuple nigérien s'est mobilisée autour de ces nouveaux dirigeants, et je pense qu'ils posent les pas décisifs vers un développement qui, à coup sûr, va être une réalité. En même temps, en tant qu'analyste politique, que répondez-vous à ceux qui estiment que cette investiture sans élection est une démarche contraire à la démocratie? Écoutez, ceux-là qu'on a élus dans nos pays en Afrique, là, c'est quoi leur performance? Est-ce que vous considérez que les élections telles qu'elles se produisent dans nos pays aujourd'hui, je fais un détour rapide vers la Côte d'Ivoire, vous voyez comment le contexte dans lequel on est en train de vouloir organiser les élections en octobre prochain, avec des plans d'exclusion, les plans de musellement, etc., etc. Est-ce que des élections que l'on organise dans un tel contexte permettent de dégager un leader légitime? Ce n'est pas vrai. Donc ça veut dire que ces élections-là sont devenues, si vous voulez, une forme de folklore, une formalité juste qui permette de mettre quelqu'un qui est adoubé, pas par son peuple, mais forcément par la communauté internationale. En tout cas, les prédateurs qui trouvent intérêt à mettre un vassal à la tête de nos États en vue justement de l'utiliser comme un instrument d'abattage de nos économies. Vous voyez? Donc c'est pour dire qu'en tout état de cause, le général Tchiani, c'est vrai, il est arrivé par un coup d'État, un renversement de régime, mais dans un contexte de brûlure politique, de manquement grave, qui était presque sur le point de décimer l'État nigérien. C'est-à-dire que l'existence même de l'État nigérien était menacée face à l'action aussi pernicieuse des terroristes et face au pillage des ressources disponibles au Niger, etc. Et donc aujourd'hui, dès l'instant où il a posé des actes déterminants, il a en même temps mobilisé des consciences. Et tout le peuple nigérien, en tout cas dans son écrasante majorité, l'adopte comme son leader. Et c'est ça la clé. On n'a plus besoin des formalités. Il est plus légitime, justement, que ceux-là qui se cachent derrière des élections biaisées pour, justement, s'incruster dans le fauteuil présidentiel en vue, justement, d'agir comme des prédateurs en connivence avec, justement, les colonisateurs d'hier. À l'avenir, Luc Abaki, est-ce que le Niger prendra de nouveaux rendez-vous avec les élections pour permettre aux Nigériens de c'est possible, c'est possible, mais pas avant d'avoir assis les socles d'un État véritable qui existe. À partir de l'instant où l'existence même de l'État était menacée, à partir du moment où le sort même du peuple nigérien était menacé, il était question justement de trouver un leader. Justement cette hirondelle-là qui pourrait faire le printemps avec la complicité du peuple nigérien. Et donc ça veut dire que la priorité aujourd'hui n'est pas cette formalité quasi inutile, quasi folklorique qu'est l'élection, mais c'est de trouver quelqu'un qui peut créer une conscience nationale autour de ces enjeux-là. Les enjeux sécuritaires, les enjeux de réorganisation de la société nigérienne, les enjeux de création de la richesse nationale, les enjeux de préservation des ressources disponibles et donc qui puissent véritablement profiter au peuple nigérien. Après avoir fait ceci, quand on assainit tout, et tout le peuple nigérien se rend compte qu'il appartient à un creuseur commun. Et il y a une fierté nationale à partir de ce moment-là. C'est ce besoin de questionner le peuple qui permet justement à chaque citoyen de donner son vote à celui-là qu'il estime, qui pourrait justement conduire sa destinée, peut être activé. Mais avant cela, s'il vous plaît, aujourd'hui, la question prioritaire pour le Niger, c'est d'abord d'exister en tant que nation, en tant qu'État, en tant que peuple qui a une conscience, qui veut préserver ses valeurs, qui veut préserver ses atouts et ses vertus humaines qui puissent les distinguer des autres peuples du monde. Un autre événement majeur parmi les annonces faites à l'occasion de l'investiture du nouveau président du Niger, cette décision de dissoudre tous les partis politiques. Mais quel est le bien fondé d'une telle décision? Oui, c'est parce qu'on n'est pas à l'heure de la dispersion des énergies, on n'est pas à l'heure de la distraction, on n'est pas à l'heure des joutes belliqueuses inutiles. On est devant un enjeu majeur. Mais quel visage cela augure à la scène politique nigérienne? Comment?
quel visage est-ce que cela donne à la Mais scène ça politique donne nigérienne? le besoin de créer, ou bien d'amener tous les citoyens à regarder les enjeux essentiels qui sont là. C'est-à-dire qu'en réalité, nos partis, dans nos pays, aujourd'hui, regorgent de combien de partis politiques? Vous prenez l'exemple de mon pays, le Togo. Il y a combien de partis politiques? au Togo? 124 au total. Plus de 100, voilà. 124 partis politiques. Quel est l'impact de l'action de ces partis politiques dans la vie du citoyen que tu es? Vous voyez? Donc, à part sortir des communiqués pour parfois dénoncer certaines choses, raconter... Non, en réalité, on a besoin d'abord de décanter l'esprit de tous les citoyens. Et ensuite, de créer les conditions qui permettent l'émergence, en tout cas, le repiquage des idéaux liés à la démocratie. Et donc, à partir de ce moment-là, lorsque quelqu'un veut incarner la posture d'un leader, c'est-à-dire en créant un parti politique, il doit comprendre qu'il se missionne du coup pour travailler pour la cause du pays. À partir de ce moment-là, lorsque tu es un leader de parti politique, tu n'es pas dans ton fauteuil douillet, juste pour raconter, pour dénoncer, sans avoir une capacité de proposition. Donc, nos pays, aujourd'hui, ont besoin de forces alternatives crédibles. Des gens qui comprennent que pour parler au nom d'un peuple, pour agir au nom d'un peuple, il faut avoir d'abord le contenu. En plus, il faut incarner des valeurs, des vertus humaines, pour servir de modèle inspirant, pour être un exemple. Vous voyez, ceci est vrai aussi bien pour les dirigeants que pour tous ceux qui ont la prétention de parler au nom du peuple à partir des partis politiques, etc., etc. Donc, aujourd'hui, ce que nous demandons au peuple du Niger, en tout cas, et à ses dirigeants, c'est de faire en sorte que le Niger puisse exister en tant qu'État souverain réellement. À partir de ce moment-là, s'ils ont fait l'assainissement nécessaire, si la voie est faite et que tous les citoyens se sentent appartenir à ce creuset, bien sûr qu'il sera besoin de laisser la liberté d'expression être effective. Pourquoi? Parce que la nature de l'être humain se caractérise fondamentalement par l'expression orale. L'expression des points de vue est quelque chose qui est inhérent à notre nature. On ne peut pas l'étouffer. On ne peut pas l'étouffer, mais il va falloir faire en sorte que chaque fois qu'un citoyen s'exprime, qu'il s'exprime utilement, plutôt que d'œuvrer pour abattre encore tous les acquis. Investi pour un premier mandat de 5 ans, quelles sont les priorités du général Tchiani et quelles sont les attentes des Nigériens? Les attentes sont énormes, elles sont grandes. Et je pense qu'il fallait quelqu'un qui a de larges épaules, comme le général Tchiani, qui est en train de faire les preuves d'une certaine efficacité dans l'action gouvernementale, dans la direction du pays, et qui montre une certaine fertilité d'esprit en agissant véritablement dans l'intérêt de ce peuple-là. Les priorités, ils sont là, ils sont connus de tout le monde. C'est d'abord de reconquérir toutes les dimensions de l'État nigérien. Vous savez que sous l'action des terroristes, l'État du Niger avait perdu une grande partie justement de son territoire. Aujourd'hui, il a besoin de le reconquérir. Il a besoin aussi d'affirmer la souveraineté de l'État nigérien en décidant par soi la manière dont les ressources doivent être utilisées, la manière dont les ressources doivent être exploitées et réparties dans l'intérêt du peuple nigérien. Le Niger se classe selon les indicateurs des institutions internationales comme l'un des plus pauvres du monde, ce qui en réalité n'est pas vrai. Parce qu'à partir du moment où vous disposez d'un peuple conscient, des citoyens intègres, des citoyens vertueux et vraiment visionnaire, vous n'êtes plus pauvre. Puisque c'est l'homme qui anime la dynamique de développement, puisque c'est l'homme qui agit pour évoluer, pour faire évoluer l'humanité, ça veut dire qu'en travaillant véritablement sur l'état d'esprit des citoyens, vous créez la richesse. Vous voyez? Si on dit que l'Afrique est autant pauvre, alors que l'Afrique regorge de toutes les ressources minières, naturelles, les eaux, le soleil, etc., etc., c'est sans doute parce que la façon dont l'esprit du citoyen africain est configuré ne permet pas de valoriser de façon optimale les ressources dont nous disposons. Donc, ça veut dire que les leaders dont nous avons besoin, c'est les leaders du type Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abderrahmane Tiani, qui ont compris qu'ils ne peuvent être gouvernants qu'en agissant sur l'état d'esprit du citoyen, en le focalisant, en activant sa conscience autour de tout ce qu'il y a comme potentialité endogène, à partir desquelles ils peuvent se valoriser et se vendre à travers le monde. Justement, sur le plan sécuritaire, comment est-ce que vous pensez que la présidence de Tchiani pourrait influencer une stratégie sécuritaire efficace? Je pense que ça ne sera que le prolongement des actions qui sont déjà initiées depuis que Abderrahmane Tiani est arrivé. Vous savez que avant l'arrivée de Tiani, les terroristes avaient une action triomphante dans toutes les contrées du Niger.
Mais pendant plus d'un an et demi déjà, l'équipe d'Abderrahmane Tiani a réduit de façon substantielle et significative l'action des terroristes. Ça ne peut qu'être une continuité. Et cette continuité-là pourra être effective à partir des choix politiques qui vont s'opérer. Quels sont les partenaires avec lesquels le Niger entend travailler pour être efficace dans cette lutte contre le terrorisme? Je pense qu'en composant justement avec un partenaire aussi efficace et lucide comme la Russie, c'est ce qui se fait au Burkina, c'est ce qui se fait au Mali et c'est ce qui est en train de se faire justement. Comment rassurer les Nigériens de l'efficacité de ces partenariats jugés qualifiés de stratégiques? Le pays a dernièrement, le 21 mars dernier, a encore subi une attaque terroriste où 44 civils ont péri dans cette attaque à Tillabéri. C'est un acte désespéré, isolé et relativement limité. Vous savez, c'est une marche de longue haleine, voyez. Par rapport aux attaques répétitives qu'il y avait sous Bazoum, par exemple, vous voyez que l'efficacité de l'action de Tiani n'est plus à démontrer, voyez. Mais ça veut dire, encore, c'est en même temps un défi qui montre justement à l'équipe de Tiani qu'ils ne sont pas au bout du tunnel et qu'il faut continuer de multiplier des actions, de travailler sur la complicité du peuple, parce que à partir du moment où le peuple adhère et est conscient de cet enjeu-là, le peuple va participer véritablement à la lutte contre ce terrorisme-là. Donc vous vous demandez comment on peut, je le dirais, Tiani va rassurer. Il ne peut rassurer ce peuple qu'à travers les œuvres, les résultats auxquels il parvient. Et je pense que les Nigériens sont bien placés aujourd'hui pour évaluer de façon objective et optimale les résultats auxquels l'équipe Tiani est déjà arrivée en moins de 2 ans d'action à la tête du pays. Et c'est d'ailleurs cela qui légitime le choix qui a été opéré sur sa personne pour justement le consacrer véritablement en tant que président avec toutes les marges, tous les coups de franche nécessaires pour agir. Vous y voyez donc des signaux d'une stabilité à l'avenir? Absolument, mais attends, je pense qu'ils ont déjà pratiquement stabilisé leur pays. Le problème, c'est qu'en fait, vous savez très bien ce qui porte ce phénomène de terrorisme. Si c'était simplement des individus qui sont désespérés et qui agissent simplement par désarroi ou par dépit, ils auraient déjà été traqués. C'est qu'en réalité, il y a des puissances tapies dans l'ombre. Et est-ce qu'elles sont même tapies dans l'ombre? Puisque aujourd'hui, il est avéré que ces puissances-là assument. La preuve en est la plainte du Mali auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies contre la France pour sa connivence et son intelligence avec les terroristes. Et cette plainte-là est étouffée littéralement parce qu'en fait, on ne veut pas qu'on ouvre la boîte à Pandore. Vous voyez? C'est pour dire qu'à partir du moment où notre souveraineté, l'affirmation de notre souveraineté, la construction de nos États constitue une menace pour les prédateurs, puissances occidentales, qui ne jurent que par nos ressources, par nos espaces, etc., etc., elles vont toujours continuer à tirer les ficelles, à jouer un rôle catalytique et à recruter justement les désespérés, etc., qu'ils vont instrumentaliser et en faire des terroristes. D'où la nécessité, au-delà de la lutte armée, pour les dirigeants d'agir sur l'épanouissement effectif de l'ensemble de leur peuple. Parce qu'un peuple épanoui ne peut pas avaler les couleuvres. Les citoyens épanouis ne peuvent pas accepter qu'on les instrumentalise avec des armes contre quelques pitance pour qu'ils se révoltent contre leur propre peuple, leur propre frère. Voyez? Donc c'est pour dire que les défis, oui, au-delà du défi sécuritaire, il est question de faire des choix lucides qui permettent de créer une richesse nationale profitable à l'ensemble des citoyens. Dès cet instant-là, lorsque vous avez des citoyens suffisamment conscients des enjeux et du besoin de créer un projet commun, ces gens-là ne sont plus disponibles pour trahir justement ce projet commun qui leur profite. Autre défi dont le nouveau président du Niger doit faire face, ce sont les défis transnationaux. Quelle stratégie pourrait-il adopter pour justement renforcer les relations avec les pays voisins? On sait par exemple qu'avec le Bénin, les relations sont toujours tendues. Non, je pense que tout va aller de soi. Lorsque vous êtes organisé au plan interne, ça veut dire que vous incarnez certaines valeurs. Vous avez une vision pour votre pays, vous avez une vision pour votre peuple, pour vos citoyens. Et donc, vous travaillez avec des principes qui sont clairs. Ce sont ces principes, en réalité, que vous transposez dans vos rapports avec les autres.
Et ça, ces principes-là ne peuvent que rechercher les valeurs humaines, tout ce qui est lié à l'épanouissement de l'être aimé. Donc ça veut dire que vous manifestez une certaine empathie vis-à-vis de votre peuple, mais aussi vis-à-vis de tous ces partenaires avec qui vous êtes appelés à travailler. Voilà comment nous transposons ou nous vendons nos identités à travers toutes les œuvres que nous réalisons. Donc une fois que vous incarnez ces genres de valeurs, vous n'avez pas de problème à créer des relations saines avec l'international. Sauf si vous avez en face des gens de mauvaise foi. Des gens de mauvaise foi qui, au lieu de voir vos intérêts et leurs intérêts à eux, vont plutôt travailler contre vos intérêts parce qu'ils considèrent que vous n'avez pas droit à la joie de vivre, à l'épanouissement. C'est ça qui crée des conflits et des relations conflictuelles avec parfois certains pays à l'international. Vous avez pris l'exemple précis du Bénin et vous savez le contexte dans lequel ces relations se sont tendues. Bien sûr qu'à partir de l'instant où vous avez un voisin qui ne regarde pas l'intérêt supérieur de votre peuple, de votre nation, et qui œuvre pour les étouffer en fermant de façon subite les frontières, alors que c'est à partir de là que vous vous alimentez de tous les produits côtiers, etc. Ça veut dire que ce voisin n'est pas un humain qui comprend que vous avez droit à la vie. À partir de ce moment-là, vous avez le droit justement de vous méfier de lui. Il me semble que c'est la situation que nous vivons. Mais on remercie déjà les efforts qui sont encore en train d'être consentis, notamment avec les anciens présidents du Bénin, qui font des va-et-vient. Je pense que chacun va revenir à la raison et tous les deux pays comprendront qu'ils ont intérêt à composer parce qu'en réalité, l'ennemi, c'est celui qui vient de l'extérieur pour les diviser en vue, justement, de régner. Donc, plus ils sont unis et soudés, mieux les deux gagneront. Et le nouveau président du Niger a ordonné ce mercredi 26 mars 2025 la libération de prisonniers politiques et militaires. Son prédécesseur Bazoum ainsi que ses proches toujours en détention vont-ils figurer sur cette liste ? Je pense que c'est une très bonne mesure. Parce que quand on parle d'un prisonnier politique, ça veut dire que la personne est en même temps un prisonnier d'opinion. J'ai dit à l'instant que l'expression de la pensée, de l'opinion, est inhérente à la nature humaine. Et donc, si tu dois faire la prison juste parce que tu as exprimé une opinion, je pense que c'est un défaut majeur. C'est une faillite pour le gouvernement lui-même. Parce qu'il doit faire en sorte que les citoyens soient à l'aise pour s'exprimer, pour donner leur opinion. Parce que c'est à partir des idées que les citoyens émettent qu'on peut construire une conscience nationale, qu'on peut prendre conscience sur un certain nombre de défis ou de manquements, etc., etc. Donc, l'expression du point de vue ne devrait pas conduire un citoyen en prison. Ça veut dire qu'à partir de l'instant où il veut la libération de ces gens de prisonniers politiques, on ne peut que s'en féliciter. Maintenant, vous demandez si Bazoum doit figurer sur la liste. Bazoum sera-t-il un cas particulier? Quel sort lui est finalement réservé? Est-ce qu'il va lui également bénéficier d'une grâce présidentielle ou sera-t-il jugé finalement? Est-ce que vous êtes tenté de penser que Bazoum est un prisonnier politique? Ou bien quelqu'un qui pose un acte criminel à la tête d'un État? Quand on parle de criminel, c'est-à-dire c'est un acte qui sabote le besoin ou bien le bien commun dans son ensemble. Vous vous rappelez très bien lorsque Bazoum... D'où les soupçons de haute trahison. Mais bien sûr, ce ne sont pas des soupçons, mais c'est des accusations. Et donc, il va falloir, à mon sens, qu'il y ait un procès qui établit les faits. En réalité, lorsque Bazoum s'est vu renversé, il y a beaucoup de... Vous avez vu quand Ibeka a été renversé. Mais il a été le premier à dire, je ne veux pas qu'une seule goutte de sang d'un Malien soit versée et donc je démissionne. Pourquoi? Parce qu'il a vu que le rapport de force n'était plus en sa faveur et que sa seule personne ne devrait pas compter plus que les personnes, en tout cas l'image du pays lui-même et de l'ensemble des citoyens maliens. Pourquoi Bazoum n'aurait-il pas eu cette lucidité au moment où il a été renversé? Au contraire, il a écrit une lettre qu'il a fait publier dans des journaux aux États-Unis appelant les puissances occidentales à attaquer son pays pour justement le sauver lui. Et vous avez vu comment la CEDEAO et d'autres puissances occidentales se sont liguées contre le Niger avec cette perspective même d'une attaque militaire, juste parce que Bazoum a refusé de reconnaître qu'il n'est plus président et il estime que sa personne doit compter plus que l'ensemble du peuple nigérien. Donc ça veut dire que ça c'est d'un. Et puis, toute la collaboration qu'il avait avec les terroristes qui viennent descendre carrément un patrimoine commun, qui est donc l'État du Niger.
comment vous voulez que dans un tel contexte, on soit complaisant avec un tel citoyen si puissant a-t-il été? Non, je pense que dans un état de droit, où on veut que les libertés s'expriment, ou que tous les citoyens, les droits des citoyens soient préservés, la justice est une clé. Parce que c'est la justice qui rappelle à chacun des citoyens ses devoirs et ses droits. Et c'est ça qui crée l'équité. Et tout le monde est à l'aise parce qu'il sait qu'il doit se ranger derrière les principes qui régissent le vivre ensemble. Lorsque vous les transgressez, vous devez vous exposer littéralement à la rigueur de la loi. Il me semble que c'est important. Pour le besoin de réconciliation et de création même de l'équité au sein de cette société-là, de procéder par un procès en bonne et due forme. Aller au procès ne veut pas dire que le présumé est déjà condamné. Ça lui donne l'occasion justement de développer ses arguments et de montrer à la communauté, en tout cas à son peuple et à l'ensemble de la communauté nationale, ses convictions à lui. Il se pourrait qu'il ait des raisons qui aient justifié sa position-là et c'est l'occasion pour lui de se justifier. Mais si tout simplement on procède par une amnistie, ça va laisser un goût d'inachevé parce qu'il n'a pas eu le temps de s'exprimer. Voilà. Luc Abaki, avec la dissolution de tous les partis politiques au Niger, quel scénario envisagez-vous pour l'avenir politique du pays sous la présidence de Tiani? Ce qui compte pour le citoyen nigérien, tout comme le citoyen togolais, malien, etc., c'est son épanouissement. Est-ce que le dirigeant est capable de créer un écosystème sociopolitique qui permet à chaque citoyen de s'exprimer, de faire valoir sa compétence et de vivre par ses œuvres et son intelligence? Voilà le contexte de base qui doit concerner, en tout cas qui doit interpeller chaque dirigeant de nos pays. Et donc, je pense que c'est ce que le général Tiani, tout comme ses confrères de l'AES, est en train de faire au Niger. Et donc, la perspective qu'on attend, c'est de dire qu'aujourd'hui, ou bien demain, dans les jours qui suivent, le Niger a commencé à créer de la richesse, à connaître de la croissance, à se restructurer, à faire des recrutements dans la fonction publique, à libérer les énergies qui permettent la création de la richesse dans le secteur privé, etc., etc. Dès l'instant où les citoyens trouvent les opportunités pour faire valoir leurs compétences, ils ne peuvent qu'être à l'aise avec leurs dirigeants. Après une telle étape, on peut revenir aux questions des partis politiques parce que voilà, c'est le schéma par lequel les citoyens s'animent dans des organisations, etc., etc. C'est un besoin, il est vital, mais la priorité aujourd'hui, c'est de recréer le creuset qui permette à chaque citoyen nigérien de se sentir appartenir à quelque chose de grand. Le Niger écrit depuis ce 26 mars 2025 une nouvelle page de son histoire. À cette date, le général de brigade Abdourahmane Tiani a été élevé au prestigieux rang de général d'armée et officiellement investi président de la République du Niger. Pour conclure, Luc Abaki, quelles seraient vos recommandations à l'endroit des autorités nigériennes pour naviguer dans cette période de règne du général Tiani qui débute afin de faire face aux défis de Non, c'est juste de leur dire de rester encore plus vigilants que jamais. Parce que chaque pas décisif qu'ils posent dans le sens de construction ou d'affirmation de la souveraineté de leur pays est une menace pour les prédateurs d'hier, notamment les puissances occidentales. Et donc, ces dernières-là vont toujours, à chaque fois, multiplier des occasions pour trahir, justement, ces œuvres nobles qui s'opèrent dans le compte de ces peuples-là. Donc, restez toujours vigilants. Mais restez toujours humains aussi. Parce qu'il n'y a que l'humanisme, il n'y a que l'empathie, il n'y a que l'amour du citoyen qui puisse motiver ou bien qui puisse servir de combustible à cette flamme intérieure qui doit animer un dirigeant qui travaille pour son peuple. Donc, il nous a déjà prouvé, je parle du général Tiani, qu'il est un homme de vision, qu'il est un homme du sacrifice pour le bien commun. Je pense qu'il doit toujours s'activer pour avoir cette flamme intérieure-là, l'alimenter de sorte qu'elle devienne plutôt dévorante et qu'elle lui permette d'avoir plus d'efficacité dans l'action, qu'il n'y ait pas de complaisance. Quand quelqu'un sabote le besoin de la création de la richesse commune par le détournement, par la corruption, par des antivaleurs,
il faut le sortir du circuit et le punir comme il se doit. C'est pas à partir de ce moment-là, de ces exemples, que tous les citoyens prennent conscience du modèle de comportement qu'il faut adopter dans une société. Et c'est ça qui permet l'évolution d'une société. Nous espérons que cette nouvelle politique que les pays de l'AES ont adoptée va se répandre, va se consolider, quelles que soient les attaques extérieures. Dès l'instant où ils travaillent avec la complicité effective de leur peuple, cela constitue un bouclier imbattable. Tant qu'il y a l'adhésion du peuple, tant qu'il y a la complicité du peuple, les prédateurs extérieurs, les ennemis du dehors n'auront jamais droit de cité dans ces pays-là. Lucas Waki, merci d'être passé sur le plateau de l'invité. C'est toujours un plaisir. Merci à vous également de nous avoir suivis dans l'invité du jour.